Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. L'appel du président John F. Kennedy résonne encore aujourd'hui. Dans un endroit lointain, il y a bien longtemps, 2,5 millions de soldats américains ont répondu à l'appel de leur pays. Alors que la nation vacillait, ils ont gardé la foi. Ils ont combattu et sont morts dans la plus longue guerre de notre pays, la guerre du Vietnam. Nos soldats sont finalement rentrés chez eux pour découvrir qu'ils avaient éperdu la guerre. Pendant plus d'un quart de siècle, c'est ce qu'on nous a tous dit. Mais beaucoup pensent donc qu'il y a eu un moment où la guerre a été gagnée. Voici leur histoire. Puisque vous aviez combattu et gagné toutes vos batailles, et que vous rentrez chez vous pour découvrir que nous sommes en train de perdre la guerre, cela vous perturbe un peu. Je ne pense pas qu'il serait réaliste de s'attendre à ce que des personnes qui ont adopté une position sur la guerre et bâti leur réputation professionnelle en défendant cette position pendant un quart de siècle ou plus soient influencées par de nouvelles preuves. L'image qui reflète la guerre du Vietnam et ceux qui ont grandi avec le désenchantement des années de la guerre du Vietnam est en train de changer. Mais je pense qu'une génération plus jeune, sans ce bagage, pourrait être ouverte aux preuves et parvenir à des conclusions différentes et je dirais plus solides sur la nature de la guerre, les principaux facteurs qui l'ont façonnée et les possibilités. L'engagement massif des Américains au Vietnam a commencé à l'automne 1964, culminant avec un cessez-le-feu temporaire près de 10 ans plus tard. Cependant, ce n'était pas la première fois que l'importance stratégique de l'Asie du Sud-Est avait contribué à entraîner les États-Unis dans un conflit majeur. Au début de 1941, avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, les relations avec le Japon avaient atteint un point critique. Après avoir occupé la Corée et la Mandchourie et attaqué la Chine avec brutalité, l'armée japonaise avait jeté son dévolu sur l'Asie du Sud-Est. Des documents déclassifiés révèlent désormais l'inquiétude croissante du président Roosevelt face à l'influence japonaise grandissante en Indochine, principalement dans le nord et le sud du Vietnam. Le 14 février 1941, en faisant référence à l'avancée du Japon vers le sud jusqu'en Indochine, Franklin Delano Roosevelt a déclaré à l'ambassadeur japonais que le peuple américain était sérieusement préoccupé par la trajectoire du Japon. Seulement 6 mois plus tard, le 19 août 1941, dans un autre échange confidentiel avec l'ambassadeur japonais, le président a déclaré « Le Japon a poursuivi ses activités militaires et a occupé l'Indochine avec ses forces terrestres, aériennes et navales. » Ce gouvernement juge maintenant nécessaire de dire au gouvernement japonais que si le gouvernement japonais prend d'autres mesures dans le cadre d'une politique ou d'un programme de domination militaire, le gouvernement des États-Unis sera contraint de prendre immédiatement toutes les mesures qu'il jugera nécessaires. Dans une ultime tentative, Franklin Delano Roosevelt s'est adressé directement à l'empereur du Japon le 6 décembre 1941. Au cours des dernières semaines, il est devenu évident pour le monde entier que les forces terrestres, navales et aériennes japonaises ont été envoyées dans le sud de l'Indochine. Il est clair que la poursuite d'une telle situation est impensable. Le président Roosevelt a reçu une réponse seulement quelques heures plus tard, le dimanche matin, 7 décembre 1941. Les Japonais ont bombardé Pearl Harbor. L'Allemagne nazie a déclaré la guerre aux États-Unis la semaine suivante. Ainsi, le peuple américain, réticent à s'engager directement dans le conflit qui faisait rage en Europe, était désormais mobilisé pour agir dans le Pacifique. Le dernier élément déclencheur que nous connaissons aujourd'hui était le Vietnam.
En 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale se terminait par la victoire sur le Japon et l'Allemagne, les peuples d'Europe occidentale, d'Australie et de vastes régions d'Asie furent libérés de la domination. Mais il est vite apparu que la cause de la liberté avait laissé d'autres peuples de côté. Notre ancien allié, l'Union soviétique, a placé des millions d'Européens de l'Est sous contrôle communiste, tandis que le peuple chinois a subi un sort similaire. Désireux d'user de leur influence, les communistes ont lancé une campagne pour subvertir et remplacer des gouvernements à travers le monde. Les États-Unis étaient tout aussi déterminés à ce que les sacrifices de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas vains. C'est ainsi qu'a commencé une succession de 40 ans de crises et de conflits, qui allait être connue sous le nom de guerre froide. La première grande crise de la guerre froide survint en juin 1950, quand l'armée nord-coréenne franchit la ligne de démarcation de la Seconde Guerre mondiale. Les Nord-Coréens, soutenus par les Soviétiques et entraînés par les Chinois communistes, ont rapidement submergé les défenseurs du Sud. Seule une audacieuse invasion américaine à Incheon en septembre permit de renverser la situation face aux communistes. La guerre de Corée s'est prolongée pendant plus de 2 ans, jusqu'à ce qu'un armistice soit finalement signé en juillet 1953. L'accord allait diviser le pays le long du 38e parallèle, exactement là où il se trouvait lorsque les combats avaient recommencé. Près de 37 000 soldats américains étaient morts. En Europe, alors que la guerre de Corée se terminait, le peuple allemand s'est soulevé contre ses dirigeants communistes et des milliers ont fui vers l'Ouest et la liberté. Les communistes ne pouvaient pas tolérer ce rejet de leur système et ont érigé le mur de Berlin, divisant définitivement l'ancienne capitale allemande. Des événements survenaient, impliquant à nouveau les États-Unis en Asie du Sud-Est. Avec des armes et des fournitures provenant de l'Union soviétique et de la Chine, les Nord-Vietnamiens avaient vaincu leurs anciens maîtres coloniaux français à Dien Bien Phu, lors d'un conflit de 9 ans qu'ils appelaient la Première Guerre du Vietnam. La guerre de Corée s'était achevée 1 an plus tôt, de façon étrangement similaire. Signé en 1954, le traité de paix mettant fin à ce premier conflit a également divisé le Vietnam en 2, le Nord communiste et le Sud démocratique. Se sentant trahis par l'accord, les dirigeants nord-vietnamiens étaient également indignés d'avoir perdu le contrôle du fertile delta du Mékong. À leur tête se trouvait Nguyen That Tan, un protégé soviétique qui était revenu combattre les Français après une absence de 30 ans. Maître de l'intrigue, il prit le nom de Ho Chi Minh, Ho signifiant l'éclairé. Ho ne perdit pas de temps pour ordonner à ses soldats survivants de s'infiltrer secrètement au Sud-Vietnam. En commençant par Eisenhower, Ho allait affronter 4 présidents américains successifs et déterminés. En 1961, en Allemagne, John F. Kennedy lança un défi au régime totalitaire comme le Nord-Vietnam, dans son célèbre discours « Ich bin ein Berliner ». Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent vraiment pas ou qui disent ne pas comprendre. Quelle est la grande question qui oppose le monde libre au monde communiste? Qu'ils viennent à Berlin. Alors que les attaques communistes contre le Sud-Vietnam s'intensifiaient, Kennedy était là pour s'y opposer. Ainsi, seulement 20 ans après l'affrontement du président Roosevelt avec le Japon au sujet du Vietnam, les fils de la génération de la Seconde Guerre mondiale furent entraînés dans la plus grande lutte de la guerre froide. Le conflit s'est terminé de façon décourageante en 1975, lorsque les communistes du Nord ont envahi la République du Sud. La guerre était-elle vraiment perdue ? Est-il possible que la réponse, tout comme la guerre elle-même, soit bien plus complexe ? Lewis Sorley, issu d'une 3e génération de diplômés de West Point, biographe et historien, a commandé une unité de l'armée au Vietnam. La nature de la guerre était telle que les forces sud-vietnamiennes présentes ainsi que les forces américaines venues les aider affrontaient plusieurs types d'ennemis différents, parfois simultanément.
L'un d'eux était le Viet Cong, c'est-à-dire les forces de guérilla du Sud, les insurgés si vous voulez. L'autre était les forces nord-vietnamiennes, des troupes d'invasion venues du Nord. Et l'autre, c'était ce qu'on appelait l'infrastructure, parfois le VCI, l'infrastructure du Viet Cong, qui était un ensemble clandestin de personnes dans les villages et hameaux du Vietnam. Par des moyens terroristes, ils maintenaient les habitants des hameaux et villages sous la domination communiste. L'une des choses qui m'a frappé à propos de l'histoire de la guerre, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, et de l'histoire de la guerre telle qu'on la voit à la télévision, c'est l'impression que ce sont les Américains qui ont commencé les combats à grande échelle. Merle Pribeno est un linguiste vietnamien et a travaillé comme traducteur à l'ambassade américaine à Saigon pendant 5 ans. Il a traduit les ouvrages historiques publiés par les communistes sur la guerre. En fait, les communistes vietnamiens affirment dans leurs propres récits historiques que leur infiltration a commencé de nombreuses années avant le déploiement de nos forces terrestres. Au moment où les Marines américains ont débarqué à Da Nang en mars 1965, il y avait déjà 4 régiments nord-vietnamiens dans les hauts plateaux du centre du Sud-Vietnam. Donc, l'idée que nous avons commencé la guerre et que nous avons déclenché la guerre à grande échelle est, même du point de vue des communistes vietnamiens, une absurdité. Le Vietnam avait attiré beaucoup d'attention à Washington au début des années 60, mais le nombre réel de soldats n'était pas important. Cela allait changer le 4 août 1964. Naviguant dans les eaux internationales au large des côtes du Nord-Vietnam, le destroyer Maddox a été attaqué par des vedettes nord-vietnamiennes. Bien qu'il existe des rapports contradictoires sur les événements de ce jour-là, c'était la première fois que la direction nord-vietnamienne affrontait directement les États-Unis. Le président Johnson a répondu : « Nous avons appris à un coup terrible et brutal que la retraite n'apporte pas la sécurité et que la faiblesse n'apporte pas la paix. Et c'est cette leçon qui nous a amenés au Vietnam. » Exactement 1 an plus tard, le général William Westmoreland a inauguré le quartier général des Alliés à Saigon, au Sud-Vietnam. Le général Westmoreland voulait de nombreux soldats américains et beaucoup de puissance de feu pour accomplir sa mission. Son président lui a accordé ce qu'il demandait. Le choix du président Johnson pour commander son nouvel engagement américain au Vietnam fut le général William C. Westmoreland. Déjà vétéran de combat de la Seconde Guerre mondiale et de la Corée, le général Westmoreland pensait que la guerre du Vietnam devait et pouvait être menée de la même manière. Pendant les années où le général Westmoreland commandait au Vietnam, nous nous sommes concentrés, les Américains se sont concentrés principalement sur des opérations de combat et des opérations de combat à grande échelle, généralement au cœur de la jungle. Et bien que cela ait permis de tuer beaucoup d'ennemis, cela n'a pas vraiment contribué à obtenir une issue favorable à la guerre. L'approche du général Westmoreland ne reconnaissait pas que la guerre nécessitait à la fois une solution militaire et politique. Les commandants subalternes reconnurent d'abord ce dilemme. Le général Jack Cushman a passé sa première mission en 1963 en tant que conseiller en chef de la 21e division d'infanterie sud-vietnamienne dans le delta du Mékong. Maintenant, le problème au Sud-Vietnam, c'est qu'il y a un seul peuple et 2 gouvernements. Un gouvernement est celui de Saigon, avec ses chefs de province, ses chefs de district et sa chaîne de commandement qui descend jusque dans la campagne. L'autre gouvernement, c'est le Viet Cong. Leurs chefs de province sont là aussi, et ils se disputent les mêmes habitants que le gouvernement du Vietnam cherche à rallier. Et ils étaient en train de gagner. Sous le commandement du général Westmoreland, les Alliés détruisaient un grand nombre d'ennemis, mais la sécurité faisait toujours défaut aux Vietnamiens dans de vastes régions du pays. Répondre à ce défi nécessiterait la mise en place d'une nouvelle structure dans laquelle les opérations militaires et civiles alliées travailleraient ensemble.
Bob Comer a été appelé par le président Johnson, qui était très mécontent de l'intégration des solutions politiques et militaires. Un lien civilo-militaire où le département d'État et les branches civiles s'occupaient du civil et le MASV s'occupait du militaire. Et il a nommé Comer, Bob Comer, qui avait été, je crois, consultant chez Rand ou quelque chose comme ça. Il l'a fait venir à la Maison-Blanche et lui a dit de se mettre au travail et de trouver un moyen de relier ces deux éléments. Et le résultat fut le programme CORDS. En coopération avec l'armée, l'effort conjoint mené dans le cadre de CORDS était généralement appelé le programme de pacification. L'ambassadeur Charles Whitehouse était commandant adjoint pour CORDS dans le 3e corps. Le but du programme de pacification était essentiellement d'apporter la sécurité et le bien-être économique selon les normes vietnamiennes, d'améliorer la santé et de maintenir l'éducation, et de faire tout cela pour la population. Cela devait être fait pour assurer leur loyauté envers leur pays, le Sud-Vietnam, et pour réparer les dégâts causés par la guerre. Pour y parvenir, nous avons aidé les Sud-Vietnamiens à créer ce qui était en fait une milice. Et les officiers de l'armée qui travaillaient pour moi étaient leurs conseillers et assuraient l'approvisionnement en bottes, uniformes, mortiers, munitions, pansements, tout ce dont ils avaient besoin. Ensuite, en même temps, il y avait Des civils introduisaient de nouvelles variétés de riz miracles, essayant de relancer l'éducation, d'apporter un appui technique, de réparer les routes, les ponceaux qui avaient été détruits, les ponts qui avaient besoin d'être réparés. Les programmes CORDS et initiatives associées de l'USAID américaine ont obtenu quelques succès précoces. Cependant, il restait le défi de combattre un ennemi complexe. Vous combattez les guérilleros Viet Cong, vous luttez contre les envahisseurs nord-vietnamiens, mais vous affrontez aussi l'infrastructure clandestine. Cette infrastructure clandestine était connue sous différents noms, les cadres du Viet Cong, le gouvernement de l'ombre ou simplement le VC. La force de l'insurrection du Viet Cong, qui a commencé en 1960, résidait finalement dans ces cadres du Viet Cong, les membres du gouvernement de l'ombre du Viet Cong, qui sont allés dans le sud. Il s'agissait principalement de personnes formées au Nord-Vietnam après les accords de paix de 1954, puis renvoyées dans le sud. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ils étaient efficaces pour prendre le contrôle des villages. L'une des raisons était que ces personnes étaient charismatiques. Ils étaient également efficaces parce qu'ils arrivaient et commençaient à assassiner de nombreux responsables locaux. Cela a eu plusieurs effets. L'effet principal en ce qui concerne la population était de les intimider. Ils n'entraient pas en général pour anéantir tout un village, mais ils tuaient quelques-uns des chefs et convainquaient la population que si elle coopérait avec le gouvernement, voilà ce qui lui arriverait. Et cela a aussi éliminé beaucoup de ceux qui représentaient la meilleure résistance face aux communistes. Des milliers de civils sud-vietnamiens innocents étaient tués par le Viet Cong dans leur effort pour terroriser et contraindre la population rurale. Il fallait quelque chose de plus efficace. Le programme Phoenix a été créé en 1967 par la CIA. L'idée derrière le programme Phoenix était qu'il fallait cibler ce qu'on appelait le gouvernement fantôme du Viet Cong, c'est-à-dire les personnes qui orchestraient la campagne au nom du Viet Cong à l'intérieur des villages du Sud-Vietnam. Et c'était ces personnes qui recrutaient, elles recueillaient des informations auprès des gens. Donc, l'idée était de rassembler toutes les différentes organisations qui travaillaient et d'essayer de les amener à partager leurs informations. L'une des idées fausses concernant le programme Phoenix est qu'il a lancé une nouvelle campagne d'arrestation et de violence dans le village. En réalité, il ne faisait que coordonner un ensemble d'organisations qui existaient déjà. Le fait que le programme Phoenix ait été dirigé par l'Agence centrale de renseignement des États-Unis le rendait automatiquement suspect aux yeux de certains membres du Congrès et de la presse. Les abus présumés du programme Phoenix sont devenus l'un des grands mythes de la guerre. Maintenant, il y a une autre partie des allégations selon lesquelles le programme Phoenix agissait sans discernement, à savoir que des personnes étaient tuées sans distinction, que les forces du gouvernement entraient dans les villages et se mettaient simplement à tirer sur les gens.
Ils n'entraient jamais simplement pour tirer sur des civils. La seule fois où ils tiraient sur des gens, c'était lors d'un engagement militaire. Presque toujours, cet engagement n'avait pas lieu dans un village, mais près, là où ils attendaient, pour tendre une embuscade. Cependant, il était risqué d'aller se battre dans un village, et l'ennemi n'y était généralement pas. Mais quel effet réel tous ces efforts des cordes, du programme Phoenix et de la milice locale ont-ils eu sur la sécurité dans les campagnes? Dans l'ensemble, ces programmes ont certainement eu un effet majeur. Et en plus de causer des pertes de personnel pour le Viet Cong, ces programmes ont coupé l'accès du Viet Cong au village. Cela a donc encore réduit leur capacité à intimider, à collecter du riz ou à obtenir des informations auprès des villageois. Cela a donc certainement eu un effet majeur. Cela a énormément amélioré la sécurité et le bien-être des habitants des zones rurales du Sud-Vietnam. À la fin de 1967, la structure pour gagner la guerre dans le Sud était désormais en place. Les opérations civiles et militaires conjointes comme Quartz et les actions contre l'infrastructure du Viet Cong commençaient à produire des effets. Mais les milliers de cadres communistes qui restant dans les villages constituaient un obstacle à toute perspective de paix. L'ennemi était sur le point d'apporter une solution. En 1967, le général Westmoreland et le président Johnson annonçaient quant à de grands progrès au peuple américain. Ils avaient sous-estimé la détermination de l'ennemi, mais l'ennemi a commis ses propres erreurs, dans leur attaque surprise totale. Lors de l'attaque de 1968, le plan des communistes pour s'emparer du Sud était fondamentalement vicié. Ce qui s'est passé a entraîné un changement majeur dans la guerre. Le caractère de la guerre a changé de façon spectaculaire à la suite de l'offensive du Tet nord-vietnamienne pendant l'hiver et le printemps 1968. Je pense qu'ils ont commis une grave erreur stratégique de leur point de vue. Ils ont décidé qu'ils pouvaient faire sortir le Viet Cong. Ils pensaient qu'il y aurait des soulèvements à la campagne et surtout dans les villes. Et le Viet Cong prendrait alors le contrôle des villes et des agglomérations, en particulier des plus grandes. Les troupes nord-vietnamiennes pourraient alors avancer depuis le nord, le Laos, le Cambodge, etc. Cela ne s'est pas produit. Le Politburo nord-vietnamien, la résolution 14 qui a été adoptée en janvier 1968, a officialisé la décision de lancer l'offensive. Il devait y avoir des soulèvements populaires qui seraient stimulés par des organisateurs politiques communistes dans les principales villes, principalement à Saigon, Da Nang et Hue. La planification militaire de l'offensive prévoyait que des forces militaires, principalement de petites unités au niveau du bataillon, entrent dans la ville pour soutenir les soulèvements populaires, fournir les armes nécessaires pour aider ces manifestations de masse qui occuperaient les bureaux du gouvernement et prendraient le contrôle de l'administration locale. Les histoires militaires communistes écrites après la guerre indiquent très clairement que les commandants militaires sur place avaient de réels doutes quant à ces soulèvements. Ils ont essentiellement dit que ce qui avait été planifié d'un point de vue militaire dans les villes n'avait aucun sens. Les mémoires d'un commandant communiste racontent une histoire typique du désastre qui attendait les assaillants. On ne lui a pas communiqué la date de l'attaque moins de 24 heures avant l'assaut sur Saigon. Et ces mémoires décrivent la scène de façon saisissante. Quand quelques commandants supérieurs se sont présentés à son poste de commandement et ont dit « Vos forces doivent attaquer Saigon dans 20 heures », il dit qu'au début, il ne pouvait que rester là en répétant « Mon Dieu ». Ça n'avait tout simplement aucun sens. Le thème qui ressort dans toutes les histoires que vous voyez, c'est que les forces militaires sont entrées dans la ville et ont dit « Où sont les civils ? Où sont les insurgés et les meneurs du soulèvement? Personne n'est là. »
Nous n'avons rencontré personne. Nous n'avons rien entendu. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors ils se sont battus. Dans de nombreux cas, ils se sont battus très durement. Mais ils étaient en mission suicide. Ils ont très vite compris qu'ils étaient en mission suicide, qu'ils n'avaient aucune chance de réussir et ils ont été anéantis. Et ce faisant, ils ont perdu non seulement beaucoup de soldats, des milliers de soldats Viet Cong. Ce sont les guerrilleros. Mais ils ont aussi perdu l'infrastructure et le soutien des personnes qui n'étaient plus prêtes à les aider, car ils avaient tenté de se battre et avaient été vaincus. Et donc, nous n'allons plus soutenir cela. Cela a totalement changé la guerre. Ayant gaspillé leur base de sympathisants et la majeure partie de leur organisation secrète dans le Sud, la direction communiste du Nord a pris une autre mesure drastique. Des unités de remplacement ont été envoyées dans les régions concernées pour reconstruire l'infrastructure. Cela signifiait que de jeunes recrues nord-vietnamiennes, âgées de 17 ou 18 ans, étaient envoyés dans les villages du Delta pour travailler comme guerrilleros locaux. Des villages où leur accent était différent de celui des habitants locaux. Souvent, même leur vocabulaire était différent. Ils ne connaissaient pas le village, ils ne connaissaient pas les gens, ils ne savaient rien. Et ils étaient censés être des guerrilleros locaux. Et en fait, ils n'étaient que de la chair à canon. Et ils mouraient en masse. En faisant abstraction des pertes énormes subies par les guerrilleros Viet Cong, les unités régulières de l'armée nord-vietnamienne engagées dans les offensives de 1968 se sont retrouvées condamnées au même sort. Une expression est née au Nord-Vietnam, que certains des recrues allaient même jusqu'à se faire tatouer sur le bras ou ailleurs. L'expression était Sin Bac Tu Nam, ce qui signifie « né au nord pour mourir au sud ». Ils savaient qu'ils ne rentreraient pas chez eux. Ainsi, la dépendance au soulèvement populaire a pratiquement détruit les forces communistes sud-vietnamiennes. La direction du Nord avait grandement aidé les efforts civils alliés. Leurs attaques désespérées allèrent déclencher un changement crucial dans le commandement militaire allié qui allait les hanter pendant des années. Les forces communistes ont lancé 3 attaques distinctes contre le Sud en 1968. Elles avaient été décimées par les Alliés, perdant près de 90 000 hommes rien que cette année-là. Les attaques n'ont pas été des succès, mais elles ont eu des répercussions aux États-Unis. Le soutien du public à la guerre a chuté brutalement à la suite de l'offensive du Tet. Sur le champ de bataille, l'ennemi a subi d'énormes pertes, disproportionnées par rapport à celles des forces amies. Donc, en tant qu'opération militaire, le Tet 68 a été coûteux et n'a pas atteint les objectifs que l'ennemi s'était fixés, qui n'étaient pas seulement de gagner militairement, mais aussi de provoquer un soulèvement général de la population. Pour soutenir ses efforts de prise de contrôle du Sud-Vietnam, cela n'est jamais arrivé. Avant l'offensive du Tet en janvier 1968, il y avait encore une grande base de personnel communiste et de partisans communistes dans le Sud. Après l'offensive du Tet, ce nombre a chuté de façon spectaculaire. Et puis en mai 68, les communistes ont lancé ce qu'ils ont appelé le mini-Tet, qui était une tentative de recréer l'offensive du Tet, et ce fut tout aussi désastreux. Et il y en eut encore une troisième en août 1968. Et à la suite de tout cela, la taille du mouvement communiste dans le Sud a diminué de façon spectaculaire. Leurs récits historiques sont assez clairs. Après 68, la seule source de ravitaillement et de renfort était le Nord-Vietnam. Pour compliquer davantage les plans communistes de conquête, il y eut un changement crucial dans le commandement américain, un nouvel événement que les communistes eux-mêmes avaient involontairement provoqué. Tout au long de 1967, Lyndon Johnson avait orchestré ce que nous avons plus tard appelé une campagne sur les progrès accomplis pour convaincre le peuple américain que nous faisions réellement des progrès au Vietnam. Et l'un des principaux instruments de cette campagne était le général Westmoreland, qui est retourné aux États-Unis à 3 reprises au cours de cette année-là et a pris la parole lors d'une session conjointe du Congrès.
Il a pris la parole au National Press Club et passé dans une émission télévisée appelée Meet the Press et a déclaré des choses comme « Je n'ai jamais été aussi encouragé en 4 ans au Vietnam » et des choses comme « Nous arrivons à un point où la fin apparaît » et ce genre de propos très optimistes. Ainsi, lorsque l'offensive du Tet a éclaté, beaucoup de gens ont conclu que soit le général Westmoreland ne savait pas de quoi il parlait, soit il n'avait pas été honnête avec eux. Avant l'offensive communiste du Tet en 1968, les dirigeants civils américains avaient déjà commencé leur nouvelle guerre de pacification. Cordes et le programme Phoenix, désormais tous deux supervisés par l'ambassadeur William Colby, faisaient des parties intégrantes de ce nouveau plan. L'armée avait également une nouvelle orientation. Il ne lui manquait plus qu'un bon dirigeant pour avancer. Le général Creighton Abrams, ancien commandant de chars et héros de la Seconde Guerre mondiale, était cet homme. Le général Abrams savait précisément ce qu'il voulait et ce qui devait être fait, sans l'avoir élaboré au Vietnam ni en observant Westmoreland. De 1964 à 1967, le général Abrams avait été le vice-chef d'état-major de l'armée américaine et le chef d'état-major était un général nommé Harold K. Johnson. Au début du mandat du général Westmoreland au Vietnam, le général Johnson, après une visite, était rentré très mécontent de ce qu'il avait constaté. Le général Johnson a confié à un groupe d'officiers expérimentés au Vietnam l'évaluation de l'efficacité de l'armée américaine. Leur étude s'appelait ProVN, Programme pour la pacification et le développement à long terme du Vietnam. Les officiers ont tiré une conclusion surprenante. La stratégie du général Westmoreland au Vietnam ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Et la principale raison, selon eux, était que cela ignorait les structures implantées dans les villages. Et l'étude disait que c'est là que se trouve la guerre et l'objectif derrière la guerre dans les hameaux et les villages du Sud-Vietnam. Et ensuite, ils ont exposé tout un schéma sur la façon dont ce type de guerre pouvait et devait être mené. Le général Abrams était profondément conscient de la complexité de la guerre, qu'il existait une guerre menée par les forces principales, avec les grands régiments nord-vietnamiens là-bas dans la jungle, et puis il y avait les Viet Cong ici et là, et de petites escouades de sapeurs, et, mais plus important encore, tout l'appareil politique, économique et de propagande des Viet Cong faisait partie d'un réseau, et il fallait comprendre cela. Peu après le Tet de 68, il est annoncé que le général Westmoreland revient, quittant le Vietnam pour devenir chef d'état-major de l'armée. Et peu après, il est annoncé que le général Abrams lui succédera. Abrams envoie un message au général Harold K. Johnson, toujours chef d'état-major, et il lui demande d'envoyer un officier nommé Don Marshall, un colonel. Homme intéressant, officier de réserve, docteur en anthropologie de Harvard et un homme très intelligent. Et il avait été un acteur clé dans l'étude Provan. Et Abrams a demandé qu'il soit affecté au Vietnam. Et le général Johnson, bien sûr, accepte rapidement. Abrams envoie un message à Marshall et dit qu'il l'attend avec impatience. Il dit « Vous aurez besoin de vos notes, c'est-à-dire les résultats de l'étude Provan. » Et il en fait son responsable de la planification à long terme. Et il commence à mettre en œuvre Provan plusieurs années après que cela ait été conçu, mais dès que la première occasion s'est présentée. Donc maintenant, pour gérer l'effort allié au Vietnam, nous avions l'organisation civile Cordes sous la direction de l'ambassadeur Colby, l'ambassade dirigée par l'ambassadeur Ellsworth Bunker et la nouvelle approche militaire sous le général Creighton Abrams. Pour la première fois dans l'histoire américaine, des civils et des militaires allaient mener ensemble un nouveau type de guerre. Les communistes avaient commis une erreur tactique majeure, entraînant la perte de leur soutien dans le Sud. À la suite de leurs attaques, le général Westmoreland fut remplacé et le général Abrams prit le commandement des forces américaines au Vietnam. Les perspectives d'une approche militaire et politique unifiée furent de nouveau mises en avant presque immédiatement. Le général Fred Wyant, alors en poste à haut niveau et ancien subordonné de Westmoreland, a affirmé que les tactiques ont changé dans les 15 minutes qui ont suivi la prise de commandement d'Abrams. Et ma conclusion est que le général Abrams a changé tout ce qu'il pouvait.
Le critère de mérite n'est donc plus le nombre de morts, que le général Abrams jugeait déjà sans importance. Si vous voulez parler d'une différence flagrante de point de vue entre lui et son prédécesseur, c'est exactement ça. C'est maintenant le pourcentage de la population qui vit dans un environnement sécurisé. Le général Abrams a fait une chose remarquable en faisant comprendre à l'armée américaine partout au Sud-Vietnam que c'était leur devoir, selon leurs propres mots, de participer à la pacification. J'envoie mes infirmiers dans le village une fois par semaine pour mettre des pansements aux enfants et ainsi de suite. Et c'était bien, ils l'ont bien fait, et cela valait vraiment la peine. Mais la vision du général Abrams est bien plus sophistiquée que cela. Et pour l'illustrer, laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais une fois à une réunion au McVeigh. D'une manière ou d'une autre, le sujet des parachutes a été abordé. Et lui, en tant que célèbre officier de char, a dit au groupe « Eh bien, vous savez, je suis sûr que vous pouvez faire toutes sortes de choses merveilleuses avec des parachutes. Vous pouvez larguer des soldats avec des parachutes, des armes avec des parachutes. Vous pourriez probablement larguer un mess d'officiers avec un parachute, avec beaucoup de parachutes. Mais savez-vous à quoi sert vraiment un parachute dans cette guerre? Pour que ces unités l'étalent par terre et qu'ils fassent un pique-nique avec le chef du village vietnamien le plus proche et lui demandent si les Viet Cong prélèvent des taxes dans le village. S'il y a une sage-femme, si l'école est ouverte, s'il y a un quelconque soutien médical. Quel est le prix du marché noir pour l'engrais? Et alors il commencerait à comprendre ce qu'est vraiment cette guerre. Eh bien, vous savez, entendre un général coriace 4 étoiles comme le général Abrams dire cela, ça a vraiment réveillé les autres généraux qui... Cela leur a fait prendre conscience que cette guerre était extraordinairement complexe et que le type d'information dont on avait besoin était bien plus que simplement « où sont-ils ?» et on va leur tirer dessus. Non seulement l'armée américaine a adopté une nouvelle approche sous son nouveau commandant, mais les Sud-Vietnamiens ont également été motivés à améliorer toute leur structure militaire. Donc, ce que vous aviez, c'était un effort renouvelé pour tenter de reprendre le contrôle. Et ce que les Sud-Vietnamiens ont fait, c'est qu'ils se sont débarrassés de beaucoup de leurs pires responsables provinciaux, les personnes qui étaient en charge des différentes provinces, et ont mis de nouvelles personnes à leur place. Ils ont renforcé leurs forces de milices locales, et ces personnes étaient soit des habitants d'une province qui allaient là où il y avait des points chauds, soit des personnes qui vivaient réellement dans un village, à plein temps, ce qui était une technique très efficace car les communistes dépendaient de leur accès à la population. Ils allaient vers les gens pour les recruter. Ils y allaient pour obtenir des renseignements. Ils y allaient pour obtenir du riz. Alors, ils ont commencé à couper l'accès des communistes au village. Si l'on ajoute à cela les pertes subies par les communistes lors de l'offensive du Tet, on constate un recul très important des capacités du mouvement révolutionnaire au Sud-Vietnam. On voyait dans les échanges de messages qu'ils étaient en grande difficulté. Nous sommes à quelques jours de manquer de nourriture. Ils disaient « Nous avons besoin d'aide. Les habitants ne nous soutiendront plus. Vous devez venir. Vous, l'armée nord-vietnamienne, devez venir nous aider. » Du côté civil du corps, l'ambassadeur Whitehouse a travaillé en étroite collaboration avec son homologue vietnamien, le général Tri, ainsi qu'avec l'armée américaine. Et donc il y avait beaucoup de coordination entre les unités américaines régulières sur le terrain, MEGA et les Vietnamiens. Et les Vietnamiens de leur côté, je me souviens avoir souvent discuté des écoles avec Tri, et il était très imaginatif. Et il a organisé pour que les miliciens de certains villages soient vérifiés pour voir s'il y avait des instituteurs ou des personnes ayant ce genre de formation parmi eux. Et ensuite, nous ouvririons une école. Avec le bulldozer américain qui aplanissait le terrain, un camion américain qui apportait des poteaux, les habitants du village qui faisaient le toit de chaume, quelqu'un qui trouvait de la peinture noire pour fabriquer un tableau noir, et les Vietnamiens qui produisaient. 2 soldats qui étaient retirés de leur fonction militaire pour devenir instituteurs, tandis qu'à Saïgon, le ministère de l'Éducation se grattait la tête et se demandait s'il trouverait quelqu'un prêt à aller dans cet endroit reculé, isolé et dangereux. Ainsi, tout l'effort du programme CORDS de pacification a apporté une aide considérable à la population grâce à l'improvisation. Au fil des événements, nous avons sécurisé les villages,
Les habitants vivent désormais sans l'ingérence du Viet Cong dans leur vie de village, et les choses ont commencé à paraître presque normales, même pour eux, des gens qui étaient en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Le programme de pacification qui a été instauré à la fin de 67, interrompu par le Tet, puis réinstauré sous le nom de programme de pacification accéléré en 68 et 69, avait donné d'excellents résultats. J'étais stupéfait, vraiment surpris quand je suis revenu au Vietnam à cette période, de voir à quel point la situation s'était améliorée. Les routes, la route vers Vitan, nous n'aurions jamais imaginé nous y rendre en Jeep, étaient pacifiées. On pouvait prendre la Jeep jusqu'à Vitan. Cette histoire s'est répétée dans tout le Sud-Vietnam alors que la guerre de pacification sous le général Abrams s'installait. Le général Sam Cockerham contrôlait les 5000 appareils de l'armée au Vietnam. Mes unités pouvaient se déplacer à tout moment, facilement, partout au Vietnam, de jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et nous faisions cela simplement grâce à l'efficacité des forces terrestres américaines soutenues par l'US Air Force. Et je dois dire aussi grâce à l'efficacité de l'ARVN, c'est-à-dire l'armée vietnamienne, et que nous pouvions nous déplacer facilement. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je dis que de mon point de vue, mes commandants n'ont jamais vraiment été arrêtés à cause de l'action ennemie. Nous avons bien combattu l'ennemi, mais nous étions toujours maîtres de la situation. Encore une fois, il s'agit de la période de 1969, 1970 et 1971. Au fil des années, je dirais vers la fin de 68, surtout en 69 et 70, l'infrastructure avait été en grande partie soit chassée, soit éradiquée. Et puis la qualité de vie au Vietnam a tout simplement changé de façon spectaculaire. L'économie a rebondi. Les gens étaient plus heureux. Leur loyauté envers leur gouvernement, par reconnaissance, s'est considérablement renforcée. Et c'est à cette période qu'on peut dire qu'on a commencé à gagner la guerre. Ainsi, en 1970, les communistes avaient perdu leur soutien dans le Sud et les Alliés étaient remplis d'une nouvelle détermination. Le plus important, c'est que la vie reprenait son cours normal dans la campagne sud-vietnamienne. Le mythe de l'échec américain, malgré des faits contraires, s'est également étendu à d'autres aspects du conflit. Commencée sous Eisenhower, amplifiée sous Kennedy et explosant sous Johnson, la guerre était désormais dirigée par un quatrième président américain, Richard Nixon, ce qui entraînait une certaine confusion quant à nos objectifs. Cependant, le commandement militaire, en particulier sous le général Abrams, avait des idées précises sur sa mission. On pourrait dire qu'au niveau national, nous n'avons jamais vraiment défini nos buts et objectifs au Vietnam. Abrams, lui, en revanche, n'a jamais eu le moindre doute sur la mission. La mission consistait à amener les Sud-Vietnamiens au point où, si nous maintenions le soutien promis, ils pourraient se suffire à eux-mêmes, préserver leur indépendance et leur liberté. Lorsque Fred Wayne, que j'ai mentionné plus tôt, est revenu au Vietnam à l'été 1970 pour devenir l'adjoint d'Abrams, qui, bien sûr, commande désormais. Ils étaient très proches et de bons amis. Deux hommes remarquables. Fred Wayne dit au général Abrams, « Alors, quelle est la mission ?» Et Abrams répond en parlant de la mission nationale. Abrams dit, « Qui diable le sait ?»« Je sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Allons-y. » En 1971, des centaines de milliers de soldats américains avaient été retirés, laissant les Sud-Vietnamiens seuls à se battre pour leur liberté. Étaient-ils de moins bons soldats que les Américains et moins motivés que les communistes? Ou était-ce encore un mythe parmi tant d'autres sur la guerre? Le général Edward C. Meyer a servi au Vietnam lors d'une mission de combat et est ensuite devenu chef d'état-major de l'armée. Au premier stade de notre engagement au Vietnam, je ne crois pas que la hiérarchie de l'armée des États-Unis présente sur place pensait que les Vietnamiens pouvaient mener à bien le type de mission qu'ils auraient à accomplir s'ils devaient être soutenus par notre équipement et nos troupes.
À mon avis, en observant au fil du temps et en y retournant en 1969 et 1970, après y avoir été en 65-66, c'était une perception erronée. Lorsque le général Abrams a pris le commandement, il avait 2 défis majeurs. Le premier était de gagner la guerre à sa manière, en reprenant et en sécurisant la campagne. L'autre défi était de savoir comment retirer simultanément les forces américaines et transférer la conduite de toute la guerre aux soldats sud-vietnamiens. La réponse à ce défi s'appelait la vietnamisation. À son arrivée, le général Abrams a surtout mis l'accent sur la vietnamisation. Je veux dire, il a vraiment insisté pour que les forces américaines sur place aident vraiment les Sud-Vietnamiens à devenir des forces de combat plus solides. J'étais commandant de brigade. Dans mon quartier général, j'avais le commandant de brigade d'une brigade aéroportée. Nous étions côte à côte là-dedans. Il observait comment nous opérions. Je parlais avec lui le soir de ce que nous faisions et il me parlait de ce qu'il faisait. Donc, nous avions l'opportunité en fait d'aider à former les forces terrestres de nos alliés. Il faut se rappeler que beaucoup des commandants de l'ARVN combattaient depuis une génération. Et même parmi les soldats plus jeunes, beaucoup combattaient pour le Sud depuis le lycée. Donc, ils étaient fatigués. Cependant, la ténacité de ces soldats dépasse l'imagination parce qu'ils ont bel et bien combattu et ils étaient efficaces. J'aimerais souligner que, de mon point de vue et d'après ce que j'ai observé, ils ont vraiment fait un sacré bon travail. Il y avait de bonnes unités, vraiment très bonnes, bien dirigées, bien entraînées. Nous avons aidé à prendre soin de leurs familles dans les petits villages qu'ils avaient construits autour de leur camp militaire, et ainsi de suite. Ce sont de bons soldats. En plus de rééquiper les forces régulières sud-vietnamiennes, le président vietnamien a entrepris un plan encore plus controversé. Le président Chu, le président sud-vietnamien, contre l'avis de presque tous ses conseillers qui pensaient que c'était trop risqué, a créé ce qu'on appelait une force d'autodéfense populaire et il les a armés. Les opposants à la guerre aux États-Unis ont toujours voulu vous faire croire à quel point le gouvernement Chu était impopulaire. Mais le président Due a recruté 4 millions de personnes dans la force d'autodéfense populaire, leur a donné 600 000 armes et aucune n'a été retournée contre le gouvernement. D'abord, il connaissait son peuple. Ensuite, il savait où se situaient leurs intérêts. Le retrait des soldats américains ordonné par le président Nixon avait fortement réduit le nombre de forces alliées. Cependant, la vietnamisation et la nouvelle approche conjointe militaire et civile de la guerre, même face au départ des Américains, avaient accompli beaucoup de choses. L'objectif avait été atteint, un Sud-Vietnam libre et indépendant, capable de se maintenir tant que, et voici la condition cruciale, tant que les États-Unis respectaient leurs engagements. Et il est arrivé un moment où la guerre était gagnée. Les combats continuaient, mais la guerre était gagnée. L'histoire du Vietnam s'étend sur 1000 ans. Des guerres avaient été menées et des royaumes conquis, peut-être une centaine de fois. Au fil des événements humains, tout est éphémère. Ainsi, une victoire qui avait déjoué tous les pronostics allait bientôt s'évaporer. Victime du temps et d'un monde en mutation, elle n'est désormais préservée que dans la mémoire des soldats et des familles des disparus. Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la création de contenus historiques comme celui-ci, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.